et bienvenue à tous à cette nouvelle émission. Aujourd'hui, notre thème sera la résistance involutive. Nous avons tous, un jour ou l'autre, mis en doute notre façon habituelle de fonctionner. Il nous est même parfois arrivé de remettre en question notre soi-disant comportement intelligent qui, supporté par la raison, nous mène parfois, malgré nous, à des expériences particulièrement pénibles. D'ailleurs, n'avez-vous jamais pressenti, au fond de vous, que quelque chose ne tournait pas rond ? N'avez-vous pas constaté que certains comportements étaient plus forts que vous ? Mais quelle est donc la nature de cette force qui se manifeste en nous et sur laquelle nous n'avons presque aucun contrôle ? Rejoignons Charles en conférence, qui pourra nous éclairer à ce sujet. Retournez par exemple au début, au tout début, lorsque vous avez pris contact, ou avant de prendre contact avec moi. C'était quoi vos justifications? Qu'est-ce qui vous empêchait? De prendre contact, par exemple? Toi, Pierre? Moi, je pensais que c'était peut-être au niveau de la dévalorisation du soi. La peur de ne pas être capable d'appliquer justement les informations reçues. Ah oui? Ouais. OK, c'est ça qui créait l'hésitation ou la résistance. Ouais, c'est ça, ça a pris longtemps, beaucoup de temps avec que je puisse prendre contact parce que j'avais pas confiance en moi, premièrement. Ah, OK. Alors, ça faisait que je me dévalorisais, je me disais toujours, ça va donner quoi? Il faut des justifications qui viennent. Là. Ouais. Mais il y a aussi le fait au niveau de la zone de confort, on est dans une zone de confort, même sur une information. On a plein d'informations, c'est facile d'intellectualiser tout ça. Sauf que faut faire des moves, il faut débarquer dans notre zone de confort, de nos habitudes. Ça, c'est là que la résistance était forte. Il y a une très grosse résistance au niveau justement de la connaissance. Les gens ne veulent pas lâcher leur forme, justement. Ne veulent pas lâcher le confort de leur croyance, de leur conviction, si vous voulez. Et ça passe par là, c'est évident. Là. Une personne qui veut pas qui n'est pas ouverte à se départir, si vous voulez, de ses convictions ou des formes auxquelles elle est attachée, à ce moment-là, elle va avoir beaucoup de difficultés à faire des mouvements pour évoluer. Parce que évoluer, ça signifie, si vous voulez, ou ça requiert un désengagement ou désattachement, si vous voulez, aux formes. Quoique minime au début, là. Mais ça prend, autrement dit, ça prend un roll-ball du fonctionnement dans lequel vous êtes. Lorsque l'ego en a un roll-ball, ben à ce moment-là, il fait des mouvements, ou il commence à faire des mouvements pour s'en sortir de cette souricière-là, si vous voulez. Encore faut-il comprendre ce que c'est les formes, ce que c'est mettre en pratique, parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on... Enfin, j'ai mis longtemps avant de pouvoir intégrer ce que c'est mettre en pratique, qu'est-ce que c'est les formes, parce qu'on est tellement dedans qu'on ne voit pas. Exactement. C'est le fait que vous êtes dedans que... Oui, exactement. Fait que c'est facilement interprétable, donc il y a beaucoup de désinformation là-dedans. Au début, il y a beaucoup de désinformation. Alors, la personne se fie à son intelligence normale, là, sa capacité de déduction, etc. Elle ne sait pas qu'elle se désinforme continuellement, c'est ça le problème. C'est ça, si vous voulez, la serrure, la porte de la prison, si vous voulez. C'est cette désinformation-là, c'est le fait que
l'ego ne sait pas, justement. C'est très occulte. C'est pas évident pour l'ego, là. En fait, je dirais que la plus grosse résistance, c'est la désinformation, justement. Tant que l'ego ne remet pas en doute l'information qu'il capte continuellement, qui lui est donnée ou qui lui est exposée, si vous voulez, dans son mental continuellement, à ce moment-là, il peut pas. C'est difficile pour lui de passer à autre chose, si vous voulez. Le problème, c'est qu'au début, on remet en doute, mais on remet en doute dans le même cadre de fonctionnement. On ne peut pas imaginer que ça va plus loin. OK. Pouvez-vous expliquer un petit peu plus? Ben, c'est-à-dire qu'on remet en question, mais on reste dans ce même fonctionnement, dans cette même intelligence avec laquelle on fonctionne depuis toujours. On ne peut pas imaginer, c'est ça, c'est que ça va tellement au-delà. Même on ne peut pas imaginer que c'est de la désinformation. Qu'est-ce que c'est la désinformation? On ne peut pas l'imaginer. Non, parce que vous êtes désinformé, justement. Voyez-vous? Alors, ça prend un certain temps avant de réaliser qu'est-ce que c'est cette désinformation-là. Comment elle apparaît, comment elle se produit, etc. Ouais. C'est ça le problème, d'ailleurs. C'est ça qui crée une résistance à l'évolution. Même si l'individu veut, il y a une volonté de vouloir s'en sortir, il y a toujours cette désinformation constante, cette habitude, si vous voulez, à fonctionner d'une certaine façon. Ces automatismes à penser ou à régler ou à régler vos problèmes, l'approche que vous avez à régler vos problèmes d'une certaine façon. C'est dans ce sens-là que c'est occulte. Alors, il y a un... C'est pour ça que je parlais de la nature de la résistance, de cerner ce que c'est que cette résistance, parce que c'est très difficile à cerner. Oui, c'est très difficile à cerner, exactement. À cause de ça, à cause de cette désinformation-là. Alors, c'est pas évident, là. Vous essayez de cerner quelque chose et vous êtes désinformé, vous avez une tendance, vous avez une habitude à fonctionner différemment qui vous désinforme. Alors, voyez-vous le problème, là? Alors, cerner la désinformation pour l'individu, c'est très difficile. C'est, voyez-vous le problème d'observation dans tout ça, là? Tant que l'ego observe d'une façon psychologique, il ne peut pas cerner cette problématique-là. Lorsqu'il commence à vivre l'expérience d'observation multidimensionnelle, là, il peut commencer à cerner ça. Voyez-vous? Ça ne s'explique pas, ça. Je ne pourrais pas, ou je peux toujours l'expliquer, mais même si je l'expliquais, comme on fait là, c'est pas évident pour l'ego qui observe, qui essaie de comprendre de façon psychologique ce qui est dit, ce qui est expliqué. Elle est là la problématique, elle est là la résistance première. C'est pour ça que c'est important de faire une démarche, qu'une personne commence une démarche. À ce moment-là, il s'habitue à un autre langage, à une autre approche. Et finalement, elle commence à observer de façon multidimensionnelle. Lorsqu'elle a suffisamment d'informations, même si c'est désinformé, cette information-là, cette expérience-là, elle commence quand même un petit peu à observer de façon multidimensionnelle. Et c'est l'expérience d'observation multidimensionnelle qui va faire toute la différence, qui va lui permettre
de cerner le problème, d'être plus vigilant face au problème de désinformation, justement. Alors, c'est pas évident, là. C'est pas évident pour l'ego de s'observer lui-même sans se désinformer, justement. La seule façon que l'ego a de ne plus se désinformer, c'est de ne plus se fier à ce qui se passe au niveau de sa pensée, dans sa tête. De se fier à ce qui se passe dans la matière. Il doit vérifier, autrement dit. Donc, ça demande un changement complet, un volte-face complet. Parce que l'ego qui se croit intelligent se fie à ce qui se passe dans son mental, dans le sens virtuel du terme. Une intelligence, oui? C'est Paola. Au début, j'avais beaucoup de mal à voir ce que c'était que de la vibration. Alors, ouais. Quand vous me parliez de vibration, je ne voyais pas, je ne comprenais pas. C'est normal. Maintenant, vous commencez à savoir ce que c'est la vibration, être mis en vibration, etc. Tout fonctionne vibratoirement. Voyez-vous? Alors, c'est pas évident pour l'ego parce qu'il regarde les choses de façon psychologique au niveau des formes, de la forme des mots, que ce soit la forme des mots, des concepts, etc. Oui, mais justement, il y a une certaine résistance là-dessus, parce que comme on ne comprend pas ce que c'est que la vibration ou la vision vibratoire, on laisse passer le temps, parce qu'on ne comprend pas. Ouais. Mais c'est pas grave même si une personne ne comprend pas. Elle va finir par saisir ce que c'est à travers l'expérience. Voyez-vous? À travers le contact qu'elle a avec une personne éveillée, automatiquement, elle va absorber vibratoirement, justement, qu'est-ce que c'est la vibration. Voyez-vous? C'est automatique. Ça se fait, ça, avec le contact. Parce qu'au début, de toute façon, justement, la personne est désinformée là-dessus. C'est ça le problème, d'ailleurs. Il y a toujours une désinformation constante. Jusqu'à ce que, justement, il y en ait moins. Lorsqu'il y en a moins, ben là, à ce moment-là, l'ego peut commencer à prendre le dessus un peu plus. S'ajuster. Jusqu'au moment où il n'y en ait plus de désinformation. Mais à ce moment-là, c'est parce que l'ego vérifie constamment, parce que la désinformation est quand même là, potentielle dans son mental, mais l'ego vérifie constamment. Une des illusions les plus importantes, si vous voulez, c'est de croire qu'on peut faire la différence dans notre mental entre ce qui est de la désinformation et ce qui ne l'est pas. On ne peut pas. On pourrait, mais on ne peut pas. On peut, si on veut, mais on va être désinformé automatiquement. C'est une illusion psychologique, ça. De croire qu'on peut faire la différence. Dans le mental, je parle, dans le virtuel. C'est seulement dans la pratique, dans la mise en application, qu'on peut savoir, qu'on peut vérifier. On peut avoir une information parfaite dans notre mental, mais il faut la vérifier. Parce potentiellement, on peut être désinformé. Qu'on soit éveillé ou pas, c'est la même chose. Être éveillé, c'est savoir ça, justement. De façon absolue. Ne plus se fier à la pensée, la vérifier constamment.
problème de l'homme actuel, c'est qu'il ne vérifie pas sa pensée. Ou l'information qui lui passe dans le coco. Alors. C'est-à-dire que oui. C'est-à-dire que cette démarche nécessite un esprit d'aventure, un peu d'accepter, d'avoir une ouverture, d'accepter vraiment qu'il y a une autre compréhension qui peut exister, qu'il y a vraiment un autre fonctionnement total qu'on ne peut pas imaginer, qui est inconnu. Donc c'est avoir cette ouverture peut-être à autre chose qu'on ne connaît pas. Exactement. Et l'esprit d'aventure, il faut que ça aille fort. Puis ce qui amène l'esprit d'aventure de l'ego, c'est le fait qu'il souffre. Lorsque l'ego en a assez de souffrir, que c'est trop, à ce moment-là, ben, il y a plus la capacité de l'aventure, si vous voulez. Il est plus prêt à l'aventure. Autrement dit, de sortir de sa zone de confort. Parce que là, lorsque vous allez à l'aventure, vous sortez de votre zone de confort tout le temps. Et au niveau de l'évolution, au niveau de ce qu'on parle, la zone de confort, ou plutôt ce qui est en dehors de la zone de confort, c'est très inconfortable pour l'ego, justement. C'est l'aventure ultime. Se retrouver, finalement, c'est l'aventure ultime pour l'ego. Se reconnaître son identité réelle, c'est l'aventure ultime. C'est pas évident. Ça fait partie des résistances. C'est fatigant pour l'ego de faire face justement au vide de l'aventure. Sans ça, il n'y aurait pas d'aventure. On ne pourrait pas qualifier ça d'aventure. S'il savait d'avance tout, là, tout ce qui était pour se passer, ce ne serait pas une aventure pour lui. On n'imagine pas à quel point tout est à remettre en question, mais vraiment tout, quoi. Ouais, exactement. C'est ça qui fait peur à beaucoup de gens, justement. Où ils peuvent sentir un peu tout de remettre en question leur valeur, finalement. Ça touche à beaucoup de choses. Il ne s'agit pas de mettre vos valeurs au vidange, c'est pas ça l'idée. C'est tout simplement de les remettre en question, de remettre les pendules à l'heure, autrement dit. Dans toute valeur, il y a une qualité, si vous voulez. Dans toute valeur, il y a une certaine valeur. Voyez-vous? Mais il faut les remettre à l'heure. En fait, c'est voir autrement, c'est voir à partir avoir un autre point de vue des choses. Oui, c'est totalement un autre point de vue des choses. L'ego doit être prêt à adopter ou à absorber un autre point de vue, ou de regarder d'un autre point de vue, de vivre l'expérience d'observation d'un autre point de vue. C'est ça qui est le plus difficile. Pour l'ego, de se laisser aller là-dedans. Voyez-vous? Qu'il y ait un sens de l'aventure, pas à peu près, là. Mais lorsque l'ego a assez souffert, sans le savoir, il y a ce sens de l'aventure, là. Il y en a assez, là, de fonctionner comme il fonctionne. C'est devenu aberrant. Voyez-vous? Mais c'est-à-dire qu'il est toujours... On est tellement habitué à regarder toujours à travers la même fenêtre depuis toujours, que là, on nous demande d'aller à une autre fenêtre pour voir les choses carrément à partir d'ailleurs, quoi. Mais c'est... Ouais. On ne peut pas l'imaginer comment c'est. Ouais, c'est ça. Ben, faut faire le saut. C'est un saut quantique, justement. Faut faire le saut
Puis l'ego peut faire le saut seulement lorsqu'il y en a assez. C'est en anglais, on appelle ça un leap of faith, un pas dans le vide, si vous voulez. Un acte de foi. Voyez-vous? Dans le sens qu'on sait, mais sans avoir vécu l'expérience. On sait que c'est ça, mais puis on fait le mouvement, mais sans savoir la résultante. C'est pas évident, c'est pas facile, ça. Des fois, il faut que l'ego doit se reprendre une couple de fois avant. Et même pendant le processus, il doit reprendre ça. Alors, voyez-vous la résistance là-dedans? Là? Tous les aspects que peut prendre la résistance. C'est pas évident que l'ego veut évoluer ou peut évoluer comme il croit pouvoir évoluer. Tout le monde veut évoluer, mais ils ne veulent pas payer le prix nécessairement. Il y a un prix à payer, c'est évident. Le prix, c'est l'attachement émotionnel à votre programmation, à vos habitudes, à votre personnalité, finalement. Puis pour certains, c'est un très gros prix parce que ils n'aiment pas la sensation de vide que ça crée, ça. Voyez-vous? De se voir détaché de ce qu'ils appellent soi-même à cause du fait qu'ils s'identifient trop à... Ils sont fusionnés, en fait, avec leur personnalité ou la programmation. Alors, c'est pas évident. La résistance est aussi... Un autre aspect de la résistance, ce sont les automatismes. C'est un des plus grands aspects, d'ailleurs. La base même, la mécanique de la résistance, c'est ça. Ce sont les habitudes, ce sont les automatismes de fonctionnement psychologique, etc. Tous les automatismes que vous avez, que les personnes ont, c'est de la résistance potentielle. Surtout quand c'est inconscient. Quand c'est conscientisé, quand c'est observé, c'est moins... Il y en a de la résistance, mais beaucoup moindre. À cause de l'observation, à cause que l'ego est conscient de ce qui se passe. C'est ça, être éveillé. C'est ça, l'éveil. Mais si l'ego n'a pas conscience de ces automatismes-là, donc il n'est pas conscient de la résistance qui se crée en lui, qui se produit, qui se manifeste en lui. Ça crée une problématique, là. Ça crée un conflit. Parce que l'ego veut évoluer, et en même temps, il y a des habitudes qui l'empêchent d'évoluer. Autrement dit, de passer à une autre sorte de conscience, à une autre sorte d'observation ou de fonctionnement, finalement. Ça se ressemble au niveau du fonctionnement à la base. C'est logique de la même façon, mais la logique n'est pas basée sur la forme, elle est basée sur la vibration. Grande différence. Alors l'intellect sert à ce moment-là, mais d'une autre façon. De passer d'une façon à une autre, c'est ça le passage entre l'involution et l'évolution. C'est ça le processus. C'est pas évident. En effet, il faut avoir un esprit d'aventure. Très grande aventure. Oui, c'est l'aventure. Une fois que l'ego a passé à travers ça, là, il n'y a pas grand-chose qu'il ne peut pas vivre. Autrement dit, il n'a pas peur de grand-chose. Il n'a pas peur du vide. Même, il fonctionne comme de cette façon-là.
Il est toujours dans le vide. Finalement, l'éveil, c'est justement la capacité de contenir le vide. Ce que le monde appelle le vide. Autrement dit, c'est être dans le moment présent, autrement dit, dans le temps réalisé, et non dans le temps irréalisé ou déjà réalisé. C'est une affaire de temps. L'ego doit développer une capacité de se maintenir au niveau de sa conscience dans un temps réalisé. Et de sortir de ses habitudes à être continuellement dans un temps irréalisé ou déjà réalisé. Autrement dit, d'être dans le passé ou dans l'avenir. L'anticipation ou la remémorisation, si vous voulez. Ça va ensemble. Mais c'est vrai que tout ce qui se passe dans la tête, en fait, c'est toujours ça c'est quelque chose qui va ou dans le passé ou dans le futur. Et réussir à avoir l'humilité de regarder ce qui se passe sans s'y identifier à tout ce qui se passe dans la tête. C'est vraiment ce regard qui change, quoi. Mais c'est pas simple. Hein. Le problème, c'est que... Oui. Si, c'est simple, en fait, mais c'est peut-être trop simple pour qu'on l'atteigne. Le problème, c'est que l'ego s'identifie à sa pensée. Ou à la pensée qui se passe dans sa tête. C'est ça le problème. Alors, il pense que c'est lui, ça. Fait partie de lui, c'est sa pensée, c'est lui qui la crée, etc. Lorsque l'ego sait que c'est pas lui qui crée sa pensée comme telle, à ce moment-là, il y a un droit de regard dessus. Mais s'il s'identifie, il n'y a pas de droit de regard dessus. Voyez-vous? S'il pense tout croche, ben là, il est tout croche. S'il pense tout droit, ben il est tout droit. Alors, il est soit tout croche ou tout droit. Des pensées négatives ou des pensées positives. Il veut toujours s'identifier à des pensées positives, c'est évident. Mais c'est le fait qu'il s'identifie constamment à cette pensée-là, qui est créée par les habitudes, par les automatismes, par les programmes, qui lui est soufflée par sa programmation. L'atmosphère que créent ces mises en vibration. S'il y a des mises en vibration qui sont négatives, ben à ce moment-là, il va y avoir une atmosphère négative, donc il va y avoir des pensées négatives, c'est évident. Il n'y aura pas de pensée positive là-dedans. Si l'ego est habitué à s'identifier à ça, ben, il se fait prendre facilement, il se fait désinformer là, parce qu'il s'identifie. C'est un tour de force pour l'ego de commencer à sortir de l'emprise de ces croyances-là. Justement à cause du fait qu'il n'est pas habitué à observer d'une autre façon. Puis il y a tant de résistance. C'est-à-dire qu'on est attaché à cette personnalité à laquelle on s'identifie, et puis on n'imagine pas qu'on puisse se positionner ailleurs. Ouais, c'est ça. Toute votre vie, vous vous êtes habitué à un certain état d'être. Et
et d'agissement, si vous voulez. Ce qui fait partie de votre personnalité. Les gens vont me dire, bon, ben, telle personne est de telle façon, ou vous dites, ah, ben, moi, je suis fait comme ça. Voyez-vous? Parce que vous avez des habitudes à agir d'une certaine façon. Mais à un moment donné, quand ça vous fait trop souffrir, ben, à ce moment-là, vous remettez ça en question. La souffrance, c'est une porte qui se rouvre. Une porte qui s'ouvre, qui laisse pénétrer le soleil, si vous voulez, la lumière. À ce moment-là, l'ego cherche une porte de sortie, justement, cherche à sortir par cette ouverture-là. C'est pas évident. Là. Il peut faire beaucoup de démarches dans ce domaine-là, là, avant de trouver, justement, la démarche qu'il devrait vivre. Parce qu'il cherche Le problème peut-être, c'est qu'on essaye de la fuir, cette souffrance, au lieu de la prendre comme une opportunité de voir quelque chose. Ouais, exactement. Mais c'est pas évident de prendre la souffrance comme une opportunité. Hein. Les gens ne veulent pas souffrir. Parce qu'ils n'ont pas de volonté réelle. Ils ne sont pas habitués à prendre avantage de la souffrance. Ils ne veulent pas souffrir, mais ils ne font rien pour pas souffrir. Ils font tout pour souffrir, finalement. Automatiquement, inconsciemment. Ça entraîne donc dans une lutte permanente. Et c'est vrai que quand on comprend que plus on lutte et plus on renforce en fait cette souffrance et qu'il faut peut-être déposer les armes pour voir autrement. C'est ça, ouais. Ben, lorsque l'ego est rendu au bout, à ce moment-là, à un certain âge, justement, habituellement, ben, là, il met les armes à terre. Il est tanné de se battre. Mais même s'il n'a aucune idée des solutions, il est tanné de se battre. C'est ça une dépression, finalement. Les gens vivent une dépression à ce moment-là, mini ou grosse. Là. Mais tu sais, il y a un relâchement. Là. Il abandonne la lutte. Et c'est ce moment-là qui est le moment le plus propice à l'évolution. C'est drôle à dire. Hein? C'est lorsque les personnes vivent ce genre de situation où ils rendent les armes parce que vivent une certaine dépression, comment s'il appelle ça, en tout cas, dépression, à ce moment-là, ils rendent les armes, justement. Et c'est une opportunité, en fait, qu'ils ont. Ça les ouvre à autre chose. Quelles que soient ces autres choses-là, ça les ouvre. Voyez-vous? Alors, ils sont plus mûrs pour changer quelque chose en eux. Passer à autre chose. C'est pour ça que ce genre d'approche-là va être plus attrayante, si vous voulez, jusqu'à un certain point, va être plus facile d'accès pour des personnes qui ont beaucoup souffert, ont déposé les armes, ou commencent à déposer les armes. Ça crée cette ouverture-là, cette opportunité-là. Oui, parce que ça demande quand même une humilité pour se mettre dans une ouverture à autre chose. C'est ça. Ouais. Un autre apprentissage, quoi. C'est ça. Ben, lorsque l'ego il a assez goûté, là, à ce moment-là, ben, il a répété la même expérience d'année en année, là, tout le temps, là, puis il ne se sent pas bien là-dedans. Ça fait son affaire, mais il ne se sent pas bien là-dedans, en fin de compte.
Sur le coup, sur le moment, ça fait l'affaire de l'ego, c'est évident. Il est sous l'effet d'un automatisme, ça fait son affaire. Mais à long terme, ça ne fait pas son affaire. Dans le sens, ça lui amène de la souffrance. Il ne se sent pas lui-même. L'ego le sait. Voyez-vous? Ce que j'appelle l'identité réelle, même si ça n'a pas beaucoup d'expérience, même si l'ego n'a pas beaucoup d'expérience, cette identité-là, c'est l'esprit, ça fait partie de l'esprit, puis ça sait ce qui se passe dans le fond. L'ego a besoin d'avoir une identité autre que l'identité qui le fait souffrir. Voyez-vous ce que je veux dire? Oui, mais l'inconnu lui fait peur. Ouais. Ben, c'est ça la grosse résistance, c'est évident. C'est pas tellement l'inconnu comme lâcher prise des formes de croyances puis d'habitudes que la personne a. C'est beaucoup plus ça, parce que une personne qui s'accroche à un rocher, par exemple, va avoir peur de lâcher la sécurité du rocher puis risquer de tomber, même s'il y a une corde qui le retient. Voyez-vous? C'est un peu la même analogie, là. Ça crée beaucoup de résistance aussi. C'est pas simple hein, comme sujet, la résistance. C'est vrai que c'est très... C'est vrai qu'on en revient toujours à l'attachement, en fait, qu'on a... S'il y a de la résistance, s'il y a de l'attachement émotionnel, il y a de la résistance. C'est toujours un attachement émotionnel à la forme, aux valeurs, à vos habitudes, finalement. Vous êtes habitué à vous sécuriser comme ça, avec des notions, des façons de penser, etc. Puis vous avez été influencé toute votre vie, finalement. Que vous avez pris un peu partout des habitudes ou des automatismes. Il s'est créé des automatismes. Et c'est ça que vous appelez votre intelligence. Voyez-vous? Votre intelligence ou l'intelligence psychologique est toujours, c'est toujours, à la base, il y a toujours de l'automatisme inconscient. Il y a une différence entre l'automatisme conscient et l'automatisme inconscient. Très grande différence. Un automatisme inconscient, c'est plus fort que vous. Voyez-vous? Un automatisme conscient, c'est pas plus fort que nous. Parce que c'est nous qui l'avons créé, ou c'est nous qui avons droit de veto sur l'automatisme. On peut l'empêcher, empêcher l'automatisme, ou aider l'automatisme à se manifester. Mais il y a conscience à ce moment-là. On n'est plus dans le domaine, on n'est plus des robots, là. On devient un être humain réel, autonome, conscient, métaconscient. Une grande différence entre les deux. On ne subit plus. On est en mesure de s'opposer aux automatismes, quels qu'ils soient. Parce qu'on connaît la mécanique, on sait comment ça fonctionne. On est dans le moment présent, dans le moment réalisé, dans le temps réalisé, ou qui se réalise. C'est une grande différence.
c'est de s'habituer, justement, l'ego, de s'habituer, c'est pour en fonction de l'ego, s'habitue à cet état de conscience-là. Donc, pour s'habituer à ça, il ne peut pas s'habituer à ça de façon intellectuelle, dans le sens théorique. Il faut qu'il mette en pratique. Il doit mettre en pratique sa capacité d'observation de tout ça. Il doit savoir comment ça fonctionne, premièrement, etc. Ça revient toujours à la même chose. Ça revient à l'expérience. C'est l'expérience qui est vibratoire, qui s'enregistre vibratoirement. Et là, le lien vibratoire avec l'expérience, l'action. L'action s'enregistre vibratoirement. Beaucoup plus facilement, si vous voulez, que la pensée. Dans la pensée, il y a de l'action, c'est évident, mais c'est pas une action qui est matérialisée. C'est virtuel. Ça peut s'enregistrer, c'est évident, de la même façon, mais avec moins de force. Moins de vérification, justement. Autrement dit, ça peut créer des mauvaises habitudes plus facilement. Parce qu'il n'y a pas de vérification. Tandis que lorsque vous le vivez dans la matière, ben, automatiquement, il y a une conscience de ce qui se passe. Donc, il y a une vérification. Très différent. Penser, c'est une action, donc ça veut dire que c'est une action qui se produit toute seule, en fait, dans une inconscience totale. Ouais. Ça s'enregistre de la même façon. Ça s'enregistre vibratoirement aussi. Mais c'est pas vérifié. C'est pas vérifiable. C'est pas conscientisé, c'est évident. Si l'ego s'identifie à ça, il ne peut pas le vérifier. C'est seulement lorsqu'il ne s'identifie plus au phénomène de la pensée qu'il peut la vérifier. Parce que de la pensée, c'est de l'information. Il doit absolument vérifier cette information-là. Il y a des choses, c'est évident, là, tu sais, mais beaucoup de choses qui ne sont pas évidentes. C'est la base même de la croyance. Qu'est-ce que c'est de la croyance? C'est l'absence de vérification. Voyez-vous? L'ego ne vérifie pas dans sa propre expérience. Il croit, par exemple, ce que l'autre va lui dire, sans vérification, sans l'avoir vérifié. Alors, c'est là qu'il se fait prendre. Le plus difficile, peut-être, c'est comment on peut se situer puisque il faut prendre un recul par rapport aux pensées, par rapport aux sensations. Donc c'est ça, où on se situe, où on est, quoi. Ouais, ben vous allez finir par vous situer, c'est évident. Mais dans une transition, lors d'une transition, c'est difficile de se situer. Vous pouvez vous situer dans la transition, justement. Mais c'est plus difficile parce que vous n'avez pas nécessairement d'idée qu'est-ce qui va survenir, dans quoi vous allez, quelle sorte d'expérience vous allez vivre. Voyez-vous? Donc, vous ne pouvez pas comparer, là. Pour avoir vécu l'expérience, pour voir. C'est lorsqu'on vit l'expérience que on peut distinguer entre les deux. Suffisamment vivre l'expérience aussi. Les gens n'ont aucune idée, seulement à écouter des vidéos, qu'est-ce que c'est. Ils peuvent avoir une petite idée, là, comme ça, mais c'est dans l'expérience du processus que les gens voient réellement la différence. Je suis sûr que ce que vous avez perçu au départ, ce que vous percevez maintenant, de cette réalité-là, c'est pas du tout la même chose. Vous n'aviez pas d'idée que ça pouvait, que vous pouviez vivre ça, premièrement, et que ça pouvait se dérouler comme ça.
tant que Oui, c'est ça. Oui. En fait, c'est au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte qu'on peut faire confiance à cet inconnu, en fait, quelque part. Oui, ouais. Oui, parce que à ce moment-là, vous vous rejoignez, vous vous sentez beaucoup plus dans votre identité, même si c'est pas beaucoup au départ, mais l'ego se sent plus dans son identité. Même si c'est pas parfaitement clair, c'est pas grave, il se sent mieux, il se sent plus solide. Pourquoi? Ce qui amène la solidité, c'est la capacité de vérification, la capacité d'observation et l'information que l'ego a sur la mécanique, ce qui se passe réellement en lui. Tout le regard multidimensionnel qu'il a sur sa vie, finalement. Sur la vie, sur sa vie. Ça change tout, ça. Il se sent beaucoup plus en contrôle, justement. Sans ça, il ne se sent pas en contrôle. Pour ça, d'ailleurs, qu'il essaie de contrôler ce qu'il y a à l'extérieur. Plus l'ego évolue, plus il se sent en contrôle de sa vie, de ce qui se passe dans sa vie. Il se sent mieux à cause de ça, justement. Oui, parce qu'en même temps, c'est très concret et en même temps, ça rassemble toutes les dimensions qu'on avait pu mettre dans la croyance. Ça permet de rassembler un peu tout ça, mais ça reste dans une réalité très concrète. Ouais. Donc c'est solide. C'est ça, ça démystifie. Ça permet... l'observation multidimensionnelle permet la démystification. Alors, à ce moment-là, ben, l'ego, c'est plus clair pour lui. Puis il s'habitue à vérifier, alors. C'est pas qu'une vérification, là, mais... Il se sent beaucoup plus solide à cause de ça. Puis il se rend compte aussi que les autres fonctionnent comme lui, là. Il y a moins de différence qu'auparavant. Auparavant, il se croyait différent des autres. Dans le sens que les formes de personnalité étaient différentes, donc je suis différent. Voyez-vous? Mais lorsqu'il commence à prendre conscience ou lorsqu'il commence à observer d'une autre façon, d'une façon multidimensionnelle, il se rend compte que c'est la même chose. Donc c'est beaucoup plus facile pour lui de prendre contact avec les autres, justement. Il saisit plus que l'autre vit. Voyez-vous? Il va avoir moins de jugement sur l'autre vie, sur ce que l'autre vit. Justement. C'est pas parce qu'il veut pas avoir de jugement. Il va avoir moins de jugement. C'est pas pareil. Il n'est pas dans une attitude psychologique. C'est vrai que cette expérience permet de sortir au fur et à mesure de toutes ces notions de positif, négatif, de polarité, quoi, de bien, de mal. Ouais. Et ça fait du bien de sortir de ben, c'est évident parce que toutes ces notions-là créent des conflits en vous. C'est ça le problème. Ça crée constamment des conflits. Qu'est-ce qui est bien pour vous, qu'est-ce qui est mal pour vous? Hein? Ça ne se décide pas intellectuellement, ça. C'est dans l'expérience que vous allez le voir. Voyez-vous? Parce que ce qui peut être bien pour vous dans le moment présent, à long terme, ça peut être un grand mal, si vous voulez parler comme ça. Voyez-vous? Autrement dit, ça peut vous nuire. Ce qui vous paraît bénéfique dans le présent, dans le moment, peut vous nuire dans le futur. Si ça vous nuit, ce que vous faites dans le présent vous nuit dans le futur, bien, il va falloir que vous arrêtiez de le faire. Parce que ça va s'accumuler, puis vous allez vivre quelque chose que vous n'aimerez pas dans le futur. Un feedback, un retour.
C'est ça la loi de retour, justement. C'est ce que vous faites maintenant qui va vous, que vous allez vivre, qui va avoir un retour dans le temps. C'est pas moral, la loi de retour. C'est votre action présente qui crée une habitude, justement, et puis qui vous amène à vivre quelque chose que vous ne voulez pas vivre. Quelqu'un, par exemple, peut voler, ça lui fait plaisir sur le coup, mais à long terme, il va se faire prendre. Là, il n'aimera pas ça. Voyez-vous? Il y a une loi de retour. Il y a un retour à son action. En plus, il prend l'habitude de la vivre. Plus il prend l'habitude, plus les probabilités qu'il se fasse prendre sont grandes. Ce n'est pas une question de morale seulement. Voyez-vous? C'est une question qu'il va se faire prendre, de probabilité. C'est différent, là. C'est pas parce qu'il polarise la chose de façon négative. Voyez-vous la différence, là? C'est pas moral, ça. C'est le fait que l'ego est capable de voir ce qui se passe ou ce qui va se passer, éventuellement. Il est capable de voir les conséquences de son action. Il prend la responsabilité de son action. S'il connaît la résultante, s'il sait la résultante, à ce moment-là, il ne fera pas l'action, c'est évident. Parce qu'il sait que s'il fait l'action, il répète l'action, il crée un automatisme qui va l'amener à vivre cette autre expérience désagréable-là. Voyez-vous? Il va en souffrir. Puis il peut en souffrir bien plus qu'il croit. Voyez-vous? Il y a des personnes qui ont ruiné leur carrière à cause de ça. Des actrices, par exemple, ou même des députés qui ont été pris à voler à l'étalage et puis ça a ruiné leur carrière. Mais ça faisait longtemps qu'ils faisaient ça, là. C'est pas seulement une fois comme ça. Ils ont pris l'habitude, puis ils se faisaient pas prendre. Mais à un moment donné, il y a des chances que vous fassiez prendre, puis les chances arrivent, les probabilités arrivent. Ça prend 1 an, 2 ans, 10 ans, ça n'a pas d'importance. Et là, le prix à payer est très grand. C'est pas seulement le prix de l'item. L'item peut être très cher. Oui, mais alors, par exemple, quelqu'un qui n'a rien pour manger, etc., et qui vole pour manger, est-ce que ça veut dire la même chose? Non, il peut... Oui, s'il le polarise, il va s'empêcher de manger. Mais une personne éveillée, si elle est dans une situation où elle ne peut pas faire autrement, elle va voler, c'est évident, pour manger. C'est évident. Il y a pas une... Elle ne se pose pas de questions. Il n'y a pas de question morale là-dedans. Là. Voyez-vous? Elle a besoin de survivre. C'est pas polarisé, là. Elle ne peut pas polariser ça. C'est une question de survie. Mais elle va changer ses conditions de toute façon. C'est justement à cause qu'elle ne polarise pas son action qu'elle peut la changer ou qu'elle peut créer des conditions où elle n'aura plus besoin de faire ça. Parce que même si elle le fait parce qu'elle est obligée de le faire dans le moment, elle risque quand même de se faire prendre, voyez-vous, de vivre les conséquences. Alors, ça va l'inciter à créer d'autres conditions pour ne pas être obligée de faire ça. Voyez-vous la différence?
Il y a une autre sorte de volonté là-dedans, là, à cause que c'est clair pour elle. Elle va avoir la volonté de le faire, mais elle va avoir aussi la volonté de se défaire justement de ces conditions-là. À cause des conséquences, justement. Ou de créer d'autres conditions, plutôt. Très différent. Voyez-vous la dépolarisation qu'il y a là-dedans? Il n'y a pas de polarisation là, dans cette approche-là, cette façon de regarder la réalité. Mais c'est un non-sens qu'une personne crève de faim ou meurt à cause qu'elle moralement n'est pas capable de voler, par exemple, du manger quand elle a besoin de survivre. Voyez-vous? Ça n'a pas de sens, là. Mais elle peut en crever parce qu'elle croit autrement. Parce qu'elle est polarisée en son mental, surtout. De toute façon, oui. Oui, cette expérience, en fait, fait remettre en question toutes les valeurs et tout ce à quoi on pouvait croire. C'est vrai que cette dépolarisation est complètement... on ne peut pas imaginer ce que c'est, quoi. Ben, toutes les valeurs sont basées sur la polarité, justement, sont basées sur une polarisation, un regard polarisé de ces valeurs-là ou de ces formes-là. C'est ça le problème. Mais dans des conditions extrêmes, chasser le naturel, il revient au galop. Vous remarquez ça? Puis c'est pire. Les gens les gens très moraux vont devenir très amoraux dans certaines conditions. Ils vont passer d'une polarité à l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils se justifient. Voyez-vous? Une fois justifiés, ben là, ils peuvent aller aux extrêmes. Tandis qu'une personne éveillée ne fonctionne pas exactement de la même façon. C'est évident qu'elle est justifiée de faire son geste, mais c'est une justification très limitée. Elle est consciente de ce qui se passe. Pas pareil. Tandis qu'une personne qui est inconsciente n'a pas conscience de ce qui se passe dans les coulisses. Alors, elle subit ça. Une personne très morale peut devenir très amorale. C'est dangereux, ça. Là. Ça va aux extrêmes tout le temps. Regardez ce qui se passe dans le monde. C'est un peu ça. Une fois qu'ils ont justifié, là, il n'y a pas grand-chose qu'ils ne peuvent pas faire. C'est ça qui n'est pas facile, c'est qu'on est quand même complètement dans toutes les valeurs de la société, que la société prône tout le temps, l'information, à la télé, tout le temps, on est complètement dans ce conditionnement-là, et pouvoir voir ça sans être dedans, c'est pas si facile que ça, quoi. C'est seulement quand l'ego est capable de vérifier, puis capable de savoir qu'il est constamment, potentiellement désinformé par lui-même, par sa propre pensée, que là, ben, lorsqu'il reçoit de l'information de l'extérieur, ben, il sait que c'est de la désinformation potentielle. Alors, il ne se laisse plus influencer. Une personne éveillée est autonome, elle est individualisée, elle n'est plus influençable par l'extérieur. Voyez-vous? Parce qu'elle sait trop ce qui se passe. C'est pour ça qu'elle n'est pas influençable. Elle n'est plus attachée au collectif de façon émotionnelle. Elle est autonome. Dans le fond, elle n'a pas besoin des autres pour survivre à ce niveau-là.
Elle est capable de survivre seule. Dans le sens qu'on parle. Elle va s'associer à d'autres individus qui sont autonomes. Elle peut s'associer avec d'autres individus qui sont autonomes. À ce moment-là, elle a besoin de ce genre de relationnel-là, c'est évident. Elle crée une autre sorte de société à ce moment-là. À laquelle elle adhère, mais pas au-delà de son individualité. Voyez-vous? Ce qui est fou, c'est que le dysfonctionnement humain devrait quand même nous sauter aux yeux quand on voit comment ça se passe dans le monde et jusqu'où ça va. Hein. C'est impressionnant quand même. Et malgré tout, on ne remet pas en question. Exactement. Oui, exactement. Parce que l'ego est continuellement désinformé. Il est habitué, c'est des automatismes de penser, de fonctionner comme ça, puis il est influencé par l'extérieur. Alors imaginez la liberté, le degré de liberté que l'être humain a, inconscient, je parle. Il n'y a aucun degré de liberté là-dedans. Après ça, on parle de libre arbitre. Mais non, ça n'a pas de sens. C'est seulement quand on devient autonome face à tout ça, dans le sens de ne plus avoir de lien émotionnel avec tout ça, qui fait toute la différence. À ce moment-là, on commence à être libre. On est au moins libre de tout ça. Voyez-vous? C'est ça la liberté. On commence à être autonome. Autrement dit, voir les choses par soi-même. Parce qu'on a la capacité de vérifier, on a la capacité d'observer d'une autre façon. De façon réelle. C'est ça l'autonomie. C'est ça l'homme nouveau. Avant ça, il y a l'homme actuel, il y a l'homme ancien, l'homme qui fonctionne de façon psychologique. Limité. Intelligent, mais limité. Inconscient. Ou plus ou moins conscient. Ce qui est difficile à saisir au début aussi, c'est que, en fait, on change rien. C'est juste saisir que c'est l'observation différente qui va se mettre en place qui produit un changement d'elle-même. C'est ça, très juste ça. Exactement. C'est l'observation elle-même qui fait toute la différence. Parce que ce que l'homme a vécu jusqu'à maintenant, tout le développement de sa capacité psychologique, etc., c'est la base, si vous voulez, de sa capacité d'observation multidimensionnelle. Ça prenait cette expérience-là pour en arriver à observer. Autrement dit, ça prenait une expérience d'observation psychologique pour en arriver un jour à une observation multidimensionnelle. Ça a développé cette capacité-là, comparativement à l'animal, par exemple. C'est beau. Il y a eu un changement de conscience entre l'animal et l'homme actuel. Et là, il y a un changement de conscience entre l'homme actuel et l'homme nouveau. Le premier changement, c'était de la connaissance du bien et du mal, de la polarité, etc. La capacité de regarder de façon polarisée, qui a créé la conscience ou la capacité psychologique, intellectuelle, etc., éventuellement. Et maintenant, on se sert de la capacité, mais en se libérant de toutes les formes qui ont créé cette capacité-là.
Parce que dans le développement de cette capacité-là, il a fallu que l'homme s'attache émotionnellement. Sans ça, il n'aurait pas pu la développer. Normal. Il s'attachait aux formes. Et ça se raffinait, ça se raffinait, ça se raffinait. Jusqu'au moment où il peut prendre conscience que ça le fait souffrir. Il y a quelque chose, en tout cas, qui le fait souffrir, puis là, ben, il s'ouvre à autre chose. C'est le temps, là. On est dans le temps où ça se passe. C'est évident, puisque ça se passe. Mais ça ne se passe pas comme l'homme se l'est imaginé spirituellement ou ésotériquement. Ça, c'est des contes de ma grand-mère. Voyez-vous? C'est toute la désinformation. Primitive ou moins primitive. C'est ça, c'est qu'il faut revenir vraiment à quelque chose de très, très terre à terre, quoi, très basique. Scientifique. C'est évident que c'est terre à terre, mais c'est scientifique. Il faut que ça soit scientifique. Sans ça, on reste dans l'ésotérisme. Ou dans la spiritualité. Pardon? Et c'est ça qu'on n'imagine pas, c'est qu'on puisse intégrer cette dimension qu'on a mis dans Dieu, dans Bouddha, dans tout ce qu'on veut, cette dimension mystique, qui en fait s'est intégrée dans cette expérience très concrète et très réelle. Exactement, oui, exactement. Ouais. Parce qu'il y a toujours une réalité derrière ces concepts-là, derrière ces tendances-là, derrière ces croyances-là. Mais il faut la démystifier, cette réalité-là. Là. Il faut la dévoiler. C'est le temps de la révélation. C'est pas le temps de camouflage. Du camouflage. C'est ça la révélation. La résurrection des morts. C'est quoi le monde de la mort? C'est la mémoire passée. Lorsque vous êtes en mesure de ressusciter cette énergie-là, autrement dit, transmuter cette énergie-là, ou ces formes-là, ou ces habitudes-là, vous ressuscitez l'énergie, vous êtes en mesure de l'utiliser. Voyez-vous le parallèle, là? Durant cette émission, Cher nous a fait réaliser la nécessité de nous démarquer de l'identité que nous avons toujours pris pour nôtre. Il nous fait observer les différentes formes que prend en nous la résistance et nous fait réaliser que nous sommes assujettis à des automatismes issus de programmes qui ont été créés malgré nous. Il nous donne l'opportunité de saisir ce qui se trame en dehors du champ limité de notre vision psychologique afin que nous puissions développer une certaine vigilance et un sens d'observation supérieur. Il nous fait également réaliser que cette nouvelle optique ne peut advenir que lorsque nous sommes suffisamment saturés de nos souffrances. Nous sommes alors mûrs à nous ouvrir et à nous désengager des formes de croyances ayant représenté pour nous l'édifice de notre conscience actuelle. Le temps est enfin venu d'être en conscience, dans notre temps, au lieu d'être assujetti au temps passé. Si cela vous intéresse, nous vous proposons des consultations privées et par la suite des ateliers qui vous donneront l'opportunité de vivre ce processus d'évolution. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle émission. Pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations sur la psychologie multidimensionnelle, des rencontres d'introduction sont disponibles
qui vous permettront de vous familiariser avec cette nouvelle science du mental. Pour toute information à ce sujet, veuillez nous contacter au info@psychologie-alternative.com.